Bonjour à tous et toutes et bienvenue à notre atelier de la série des webinaires en ligne offerts par OCACI. C'est notre septième et dernier atelier qui fait partie de ce projet. Je m'appelle Abel Mahab et s'il vous plaît, notez que cette session est enregistrée et sera disponible sur le site web du projet au début de la semaine prochaine. La présentation aujourd'hui et tous les autres outils sont disponibles pour téléchargement sur le site web du projet. Le lien sera partagé sous peu dans la boîte de clavardage. Alors, j'aimerais mentionner ces quelques points administratifs vis-à-vis la participation, le soin de soi-même. Alors, on veut inciter toute la participation et engagement de la part de nos membres d'auditoire, ainsi les personnes vivant avec des handicaps. Et cette session est facilitée en anglais et l'interprétation en français est disponible, ainsi que la ASL, ainsi le LSQ et ainsi que le sous-titrage en anglais est disponible. Si vous souhaitez activer l'interprétation simultanée, vous pouvez cliquer sur la barre inférieure de votre Zoom et cliquer sur l'icône d'interprétation et par la suite cliquer sur votre langue de préférence, dans ce cas-ci, le français. Si vous souhaitez activer la ALS-L ou la LSQ, vous pouvez aller sur votre barre d'outils et cliquer sur votre icône d'interprétation et ensuite sur Watch. Vous pouvez cliquer sur ASL pour la langue des signes américaine ou LSQ pour la langue des signes québécoise. Si vous souhaitez activer les sous-titrages, dans la barre d'outils de contrôle de la réunion, cliquez sur l'icône CC. Alors, la fatigue de Zoom est une réalité. N'hésitez pas à faire ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous-même avant tout. Restez présent et attentif à votre corps et à vos émotions. Veuillez rester silencieux pendant toute la durée de la session. Si vous avez des questions techniques, veuillez utiliser la fonction de la boîte de clavardage pour communiquer directement avec le support OCASI Chatbox. Et s'il vous plaît, veuillez remplir le formulaire d'évaluation que nous partagerons à la fin de la séance afin de nous aider à améliorer les ateliers à venir. Une fois que vous abandonnez cette rencontre, vous allez le voir affiché sur votre écran et on vous invite à prendre quelques minutes pour le compléter. J'aimerais maintenant vous présenter notre modérateur aujourd'hui, Leban Gabriel Michael, le directeur exécutif à Taibu Community Health Center. Bonjour à tous et toutes et merci pour cette invitation aujourd'hui. J'ai hâte à vous offrir cette présentation aujourd'hui. Peut-être certains parmi vous ont déjà assisté à la session précédente avec la session de gouvernance 101 et nous avons abordé différents domaines que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, c'est un privilège pour moi d'être présent. Je suis reconnaissant d'être présent aujourd'hui pour pouvoir aborder ce sujet de la gouvernance afrocentrique. Alors, je vais faire mon partage d'écran. Comme ça, je vais pouvoir donner le coup d'envoi à la discussion d'aujourd'hui. Et par la suite, on va pouvoir s'attaquer au cœur de la matière. Alors, j'espère que vous allez avoir des questions. J'aime recevoir des questions. J'aime pouvoir communiquer. Alors, j'ai préparé des diapos, mais j'espère qu'on va avoir le temps à la fin d'avoir une période de questions-réponses. Et de cette manière, vous allez pouvoir ajouter à cette notion que nous allons étudier ensemble aujourd'hui. Comme toujours, on aimerait recommencer avec une reconnaissance des territoires. Tabou se trouve sur les territoires traditionnels
Wet'suwet'en-Wande, l'Anishinaabe, Chippewa, la Confédération Haudenosaunee et plus récemment la Première Nation de Mississauga de la rivière Crédit. Mais aujourd'hui, je me joins à vous de Ottawa et Ottawa se trouve sur le territoire non cédé du peuple ou de la nation Anishinaabe, Algonquin, que leur présence découle depuis des temps immémoriaux. Alors, ça je défends tous les droits visés par les traités de tous les peuples autochtones et en tant qu'organisation, on respecte les principes de la santé autochtone dans les mains autochtones. C'est la raison pour laquelle on est en train de soutenir les communautés autochtones à Scarborough. Alors, merci pour ce moment de réflexion. Et sur ce, j'aimerais aussi reconnaître les gens qui sont arrivés avant comme personnes de descendance africaine. Et comme vous le savez, on est au mois de février. Le mois, c'est un mois assez achalandé pour les personnes de descendance africaine. Et la raison pour laquelle je suis à Ottawa aujourd'hui, c'est pouvoir participer justement dans les célébrations du mois de l'histoire noire qui aura lieu dans les prochains jours. Et la thématique de cette année, et c'est l'excellence noire. Alors, c'est de célébrer le passé et de bâtir l'avenir. On sait que l'histoire noire ou des Noirs n'est pas seulement célébrée ou examinée seulement une fois par an, mais je crois que ça nous donne l'occasion de prendre un moment et de réfléchir vis-à-vis les défis, les barrières, les obstacles, les différentes atrocités auxquelles les personnes noires ont vécu et toutes les contributions qu'ils ont faites à la société, mais plus spécifiquement au contexte canadien. Et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, et j'ai le privilège qui m'a été accordé pour pouvoir vous aborder, c'est grâce aux individus qui ont fait ces réalisations. Alors, si vous n'êtes pas au courant, ou si peut-être vous n'avez pas entendu, on est assujetti à la Déclaration des Nations Unies qui sont d'une descendance africaine et que et c'était la décennie qui a terminé cette année c'était 10 ans, puis il y avait la célébration hier et il fait vraiment hier, le premier ministre a fait une annonce que ils vont prolonger cette décennie à 2028. C'est quelque chose de positif. Je crois qu'en première chose, le gouvernement canadien avait besoin de faire du rattrapage parce qu'ils ont seulement reconnu cela dans 2018. Je pense que c'est la première fois que le gouvernement canadien avait reconnu cette déclaration. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire et j'espère qu'il va y avoir un plan qui va être attaché justement à cette prolongation. Alors, je crois que c'était une annonce assez importante, mais je voulais la partager avec vous. Maintenant, on peut se lancer dans notre discussion. J'aimerais vous parler un petit peu plus de tabou pour ceux qui peut-être n'étaient pas présents ou présentes pendant la dernière session. Alors, juste pour vous donner un petit peu plus de contexte autour le travail que je mène, la raison pour laquelle cette session va être fort importante. Alors, Tabou a été établi en 2008 avec le mandat de desservir la population noire à travers la région de Toronto et pour pouvoir faire progresser la santé des Noirs, parce que comme vous le savez, il y a plusieurs différents dis- disproportionnalités, iniquités qui ont une incidence sur le bien-être et la santé des personnes noires. Alors, en tant que association commanditaire de Black Alliance, avait cette vision de créer un centre qui était dédié aux enjeux de santé pour les personnes noires. Et c'est la raison pour laquelle Tabou a été établi. Et vraiment avec cette vision de pouvoir maintenir la santé des communautés noires, le développement communautaire, l'échange de connaissances, l'autonomisation et le travail pour l'éradication du racisme systémique. Et nous avons quelques valeurs qui informent notre travail et qui informent notre philosophie de notre organisation. Ça comprend son implication auprès des parties prenantes, des communautés
le leadership noir, c'est vraiment un élément clé pour nous. Tous nos initiatives informés et faits pour la communauté. Et la raison pour laquelle c'est quelque chose qui est au cœur de nos initiatives et la manière dont on mène différentes initiatives. Alors, c'est vraiment le leadership impulsé par la communauté, l'afrocentricité, la qualité et l'équité. Alors, on est agréé par le Centre canadien de l'agrément. Et au cours des années, on a eu des bons coups, du travail de leadership dans différents domaines qui touchent toujours le soin de santé primaire, que ce soit pendant la pandémie et plus récemment avec notre équipe de réponse de crise en Toronto, on est en train de mener l'établissement et la mise en œuvre d'une équipe, d'un service de réponse urgent dans la région de Scarborough. Alors, ce projet de gouvernance et de leadership pour les Noirs a commencé, pour vous donner un petit peu plus de contexte, ça découle des recommandations qui ont été mises de l'avant par la Ville de Toronto. Alors, c'est un plan d'action pour pouvoir lutter contre le racisme. Le Toronto, c'est la seule municipalité qui a un plan d'action pour pouvoir lutter contre le racisme noir. Alors, ça, c'est quelque chose de fort important pour nous. Et une des recommandations qui découle du plan d'action est la suivante, c'est de pouvoir accroître la représentation des membres noirs de la communauté noire pour qu'ils puissent siéger auprès de différents conseils en matière de santé et de bien-être. Je crois que c'est fort important parce qu'on sait que cela, qu'il y a une sous-représentation des personnes noires sur différents conseils et dans différents postes de leadership où la prise de décision se fait. C'est pour toutes les communautés noires, autochtones et racialisées. Et ça, c'est un élément clé. Alors, pendant l'appel d'offres, nous avons mis de l'avant deux composantes. On sait que c'est facile de les former, de pouvoir les jumeler avec des équations de séjour auprès d'un conseil, mais il y a deux domaines qui étaient fort importants. Le premier, il y a beaucoup de différentes organisations communautaires qui n'ont pas les capacités et ils sont pas capables de s'épanouir à cause d'un manquement de gouvernance. Et la raison pour laquelle on voulait développer un modèle pour soutenir les petites organisations communautaires. Et ça fait partie de notre mandat aujourd'hui. Et on est ravis de pouvoir s'impliquer de cet avantage pour faire progresser ce champ. Et aussi, et que ça pourrait être dangereux ou toxique de placer des personnes dans des conseils parce que l'espace de gouvernance n'a pas fait un auto-examen pour pouvoir s'ajuster à la manière dont ils vont accueillir non seulement les, les personnes et leurs voix. Alors, c'est la manière dont que le projet de gouvernance, le leadership par les Noirs est venu à exister. Et comme vous allez voir pendant la discussion, vous allez comprendre pourquoi cela est important à faire. On aurait parlé de fonction du conseil d'administration, comme nous avons fait la dernière fois, et comment ça va être attaché à l'afrocentricité, au leadership afrocentré. Et on parle de pourquoi on a besoin justement d'avoir un modèle ou une perspective de gouvernance afrocentrique, parce que je crois que c'est vraiment notre fondation de dire que c'est vraiment qu'est-ce qu'on a besoin de faire et de mettre en place justement ce modèle de gouvernance de leadership par les Noirs. On va définir les termes d'afrocentrique ou centricité. Par la suite, on va parler du modèle de gouvernance, mais vous pouvez ajouter pour l'arrimer avec votre propre contexte. Alors, on va faire un petit rappel. Quelles sont les responsabilités d'un CA ou de la gouvernance? Si vous faites passer, vous avez fait partie de l'atelier il y a 2 semaines, vous avez faire en matière des CA, vous allez voir, vous avez retenu peut-être qu'il y avait trois rôles et responsabilités qui encombrent le CA. Alors, on a les rôles de féliciter, les rôles stratégiques,
et des rôles génératifs. Alors, les rôles et les responsabilités en matière de fiducie visent à examiner les processus internes. Alors, ça encombre le CA de pouvoir apporter cette couche de gestion et surveillance et gouvernance de toutes les opérations d'une organisation. Alors, c'est pour répondre à la question suivante. Est-ce qu'on est conforme avec ce que nous avons dit que nous allons faire? Est-ce on est conforme avec nos obligations juridiques et fiscales? Comment est-ce que l'organisation fonctionne? Est-ce qu'on est en train de dépasser nos fonds en respectant notre budget? Est-ce que des enjeux de risque? Est-ce que notre personnel et toutes les ressources humaines est traité de manière en respectant toutes les lois et les règlements? Et ça, c'est quelque chose qui encombre le CA à faire cet exercice. Et pendant notre discussion la dernière fois, nous avons dit à plusieurs reprises, surtout pour les petites organisations, les départs, les Noirs à cause des enjeux de capacité, il y a justement des CIA qui sont en transition ou ou un CA qui travaille ou qui passe à un modèle de gouvernance. Mais lorsque vous faites partie du CA qui travaille ou d'un CA de gouvernance, vous avez une responsabilité de surveillance de fiducie pour examiner comment la société ou l'organisation fonctionne. La deuxième responsabilité qui encombre le CA, c'est la stratégie. Et ça, c'est la prévision, c'est devoir avoir cette ligne de mire pour établir les prochaines étapes et comment on va y arriver. Alors, ça comprend le développement d'une stratégie et différentes priorités pour les prochains 3, 5 ou même 10 ans. Et en se basant sur ce plan stratégique, on doit développer un plan opérationnel pour marquer les étapes qui vont nous aider à réaliser ce plan stratégique. Alors, ça explique différentes étapes. Et à part la suite, vous allez créer une responsabilité de fiducie en mettant de l'avant différentes exigences de communication des signalements. Alors, ça, c'est des responsabilités qui encombrent le CA pour voir qu'est-ce qui se passe à l'interne et pour voir qu'est-ce qui se passe à l'avenir et déterminer les prochaines étapes de l'organisation. Il y a une autre fonction qu'on appelle la fonction génératif et c'est quelque chose d'assez nouveau au cours des derniers 25. Alors, c'est en train de se décoller de la micro-gestion pour assurer la pérennité des organisations. Et ça passe sur les renseignements et de poser la question suivante, pourquoi? Et de vraiment de faire du sens. Et alors, en train de demander pourquoi notre mandat est et telle quelle. Alors, c'est vraiment de redynamiser le mandat et la raison d'être de l'organisation, mais aussi de donner un sens à la résolution de problèmes. Et ça, c'est un élément fort important parce que c'est justement toutes les responsabilités fiduciaires ou stratégiques qu'encombre le CA pour, pour être considéré comme l'ordinateur. Vous avez besoin des logiciels pour faire progresser les différents éléments, comme avec un ordinateur. Vous avez les mises à jour qui sont nécessaires parce que sinon, vous allez avoir des pépins techniques, mais la discussion générative donne de la vie à l'organisation. Alors, avec de différentes implications, avec différentes organisations, c'est bon d'avoir un contrôle fiduciaire et d'examiner qu'est-ce que vous êtes en train de faire. C'est bon d'avoir un plan, mais c'est important aussi assurer la pérennité d'une organisation. Ça, c'est la discussion plus large vis-à-vis les rôles et responsabilités qui encombrent le CA en matière de gouvernance et de leadership. Et cela, ça va nous aider lorsqu'on est en train de considérer des perspectives afrocentriques. Et à ce moment-là, on peut identifier comment ces composantes vont s'intégrer. Ça va faire partie de la discussion générative vis-à-vis pourquoi on fait les choses telles quelles, ça touche sur les valeurs et les lignes d'orientation, les traditions, va rendre cette organisation fonctionner comment elle fonctionne. Alors, il doit avoir aussi la partie fiduciaire qui doit être insérée, mais cela va permettre
l'organisation d'aller de l'avant. Et c'est donc important, surtout pour les organisations, les départs, les personnes en train de desservir les organisations, des communautés noires, que cette notion fait partie de notre discussion dans nos politiques, nos réflexions, entre autres. Et maintenant, je vais vous expliquer. Alors, l'explication vient vraiment de cette notion de l'iniquité, disparité, mais essentiellement, c'est vraiment une question de marginalisation. Et quand j'utilise le terme marginalisation, qu'est-ce que je veux dire par cela? Alors, il y a une société qui a ses cultures, ses normes, il y a sa structure sociale, sa structure de service, ça comprend l'éducation, ses méthodes de comprendre, et après, on a le bien-être et la santé, comment cela est défini. Et de manière plus importante, il y a aussi un sentiment appartenance. Et ça, c'est différentes composantes d'une société, n'est-ce pas? Et on sait que dans le contexte où on se trouve présentement dans cette société européenne, cette société eurocentrique, la société américaine, canadienne, nord-américaine, ils ont des cultures et des normes et des services et des structures sociales définies qui visent à desservir un groupe spécifique, une nation spécifique, un peuple spécifique. Et lorsqu'on parle de cette manière de faire des choses eurocentriques, c'est la manière dont que cette société a été créée. Ça a été jamais créé pour certaines communautés qui sont sur les marges. On parle des communautés autochtones, les communautés noires, les communautés racialisées, les nouveaux arrivants dans notre contexte actuel. La société avec tous ses normes et fonctionnalités, tous ses systèmes de santé, l'éducation, les connaissances, ce système n'avait pas été créé avec ces communautés marginalisées à l'esprit. Ça a été fait d'une perspective eurocentrique et c'est certaines croyances vis-à-vis de la civilisation. Et voici, on se retrouve. On était toujours justement sur les marges. Genre, aujourd'hui, on parle de l'équité, de la diversité, l'inclusion. J'aime pas ce mot-là, pas du tout, le mot inclusion, parce que j'entends cela même, c'est un mot très populaire. Je pose la question suivante. Qui comprend qui et dans quel espace sont-ils inclus? Alors, c'est lorsqu'on voit des choses qui sont positives dans leur approche, qu'on devrait être inclusif de toute personne, des fois, on envisage l'inclusion comme étant le point suivant, on va ouvrir des portes, des fenêtres, on va offrir des occasions pour permettre ces gens à s'insérer dans cet espace, au centre de qu'est-ce que nous abordons. Et alors, il va y avoir des ateliers, la formation et différentes occasions pour pouvoir accroître le nombre de représentations de certains domaines où il y a une sous-représentation. C'est qu'est-ce qu'on vise à faire. Mais le défi, lorsqu'on a dit ces normes n'avaient été pas créées en prenant compte ces communautés et leurs valeurs, l'histoire et leur manière dont ils vivent, tous ces éléments-là, simplement faire cet exercice d'ouvrir des portes et des fenêtres, des invités dans l'espace, ça va pas être une bonne manière d'assurer l'inclusion. L'inclusion doit intégrer un certain changement dans ce cercle. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai dit plus tôt, lorsqu'on parlait justement les projets de leadership gouvernemental par les Noirs, c'est très facile d'inviter une personne noire sur un conseil, les offre formation, on les invite dans cet espace et on est capable de cocher la caisse. Nous avons 3 membres ou 2 membres de ce groupe. On est bon, on a une représentation, on représente. Mais la manière dont que le conseil fonctionne, la connaissance ou la compréhension du racisme noir ou autochtone ou d'autres intersectionnalités qui portent sur les francophones, les nouveaux arrivants, la communauté LGBTQ+,
Ça n'a pas été abordé dans le cercle. Il se peut que ces gens sont dans le cercle, mais il n'y a pas une représentation véritable parce que personne n'y a rien changé. On a simplement ajouté quelques personnes au cercle. C'est justement cette manière ou cette réflexion afrocentrique de faire les choses, de comprendre les choses, de se auto-identifier, va jouer un rôle important parce que si cela n'est pas intégré, ça ne va pas être significant ou, ou vrai pour les gens pour les personnes de descendance africaine. Ça, c'est qu'est-ce que la définition de l'afrocentrique veut dire. Alors, toutes les connaissances, tout c'est là. Alors, c'est vraiment au centre. Et ça, essentiellement, c'est qu'est-ce que ça veut dire afrocentrique? Et il y a quelques définitions ici. Alors, différentes manières alors, vous pouvez voir ici, c'est une manière de penser d'Azur ou la centralité des intérêts, valeurs et perspectives africaines. Alors, une autre manière dont un plan d'action ou la centralité et l'afrocentralité fait partie des perspectives et réflexions. Ça ne veut pas nécessairement dire que on va se défaire de d'autres manières de penser, de connaissances et de culture. Ça veut seulement dire que lorsque ça porte des enjeux qui comprend les personnes de descendance africaine, leurs valeurs, leur culture, leurs connaissances des personnes de descendance africaine doivent être pris en compte dans la perspective pour rendre la planification possible, qui permet la prise de décision possible et le programme possible parce que ça va vraiment refléter les gens de descendance africaine. Alors, j'ai quelques vidéos, mais comme nous avons justement parlé de la marginalisation, alors cette notion afrocentrique, on a besoin de s'écarter en tant que spectateur et devenir vraiment des agents, des joueurs de qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est vraiment l'essence de la définition d'afrocentricité. Alors, à voir, je suis capable de lancer la vidéo. Alors, si vous n'êtes pas capable d'entendre, n'essayez pas de me faire par cela. On va la lancer pour voir, on va voir si ça fonctionne ou pas. Cette question est pratique. Alors, on n'est pas capable de visualiser la vidéo et l'audio n'est pas très preuve. Alors, je sais peut-être aussi à cause de la connexion Internet. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que c'est mieux? Oui, on voit la chaîne YouTube. La question de l'afrocentricité est une question intellectuelle et une question pratique. C'est une question intellectuelle car il y a une orientation philosophique liée au peuple africain, que ce soit en Afrique, aux Caraïbes et dans les Amériques, jusqu'à l'existence de l'afrocentricité. C'était toujours oublié ou on ne le voyait pas. Il y avait des gens qui faisaient du travail et de la recherche. Il y avait des idées qui circulaient,
souvent en adoptant une approche africaine et parfois c'était aussi une approche européenne vis-à-vis de l'afrocentricité. À la fin des années 70, j'ai réalisé la chose suivante. À l'Université de New York, à Buffalo, j'ai réalisé que la façon de laquelle nous nous percevions nous-mêmes en tant que peuple africain, nous regardions la situation en étant marginaux par rapport à l'Europe. Jusqu'à ce que les historiens afro-américains populaires aient écrit un livre. Le livre s'intitulait The Negro in Our History. Et c'était intéressant que ces deux historiens noirs, qui étaient considérés comme les meilleurs historiens, écrivaient que nous étions perçus comme étant à la marge de la société. J'ai trouvé cela intéressant. Et selon cette approche et selon ces historiens, nous étions à la marge et que nous étions au point de lancement de la civilisation et de l'humanité. Donc, l'Africain doit être vu comme un acteur, comme un agent. Et j'ai compris quel était le problème. Le problème, ça a été l'esclavage. L'esclavage du peuple africain pendant 246 ans aux États-Unis, notamment. Il y avait aussi des esclaves africains en Jamaïque et au Brésil. Et donc, il y avait cette idée que nous n'étions importants qu'en lien avec l'Europe et que nous n'avions rien réalisé par nous-mêmes et que nous étions toujours des objets et des sujets. Et donc, nous rejetons donc cette négation de notre identité. Et c'est cela qui est à la base de l'afrocentricité. L'afrocentricité était donc une idée intellectuelle qui permettait au peuple africain de se voir soi-même comme étant des acteurs, comme étant centraux et au centre de l'histoire et de la société. Et si nous sommes en effet des acteurs, des intervenants, des participants, dans ce cas-là, ce que nous disons, ce que nous faisons a de l'importance. Et ça, c'était une expression des années 60, Malona Karenga, qui est un grand philosophe de notre ère, a dit la chose suivante. Il avait donné un discours et les gens lui ont demandé pourquoi est-ce que vous avez dit cela? Et il a dit, j'ai dit ce que j'ai dit et je me suis exprimé de la sorte parce que c'est comme cela qu'on le dit. Et toute cette notion de dire c'est comme cela que nous le disons, c'était une notion qui m'a perturbée parce qu'on sait ce que disent les Européens et nous ne savons pas ce que disent les Africains. Que croient les Africains? Euh, Quelles sont les valeurs africaines? Qu'est-ce que les Africains disent et en termes de science, d'art et d'humanité, que ce soit en lien avec la philosophie ou autre. Et ce sont ces questions-là qui ont réellement lancé cette énergie et ce mouvement de la fin des années 70, 80 et 90. C'est à cette époque-là que les Africains ont décidé, nous ne voulons plus vous voir en périphérie de l'Europe. Nous allons enquêter notre propre histoire et nos expériences historiques. Et il n'y a rien de plus important pour nous que notre propre expérience historique. Nous allons interroger nos propres intellectuels, nous allons interroger nos traditions spirituelles et traditionnelles, et nous allons apporter notre contribution politique au monde. Et nous allons nous demander d'où vient la philosophie. Nous avons apporté notre propre contribution au monde. Le livre Afrocentricité, théorie du changement social a été publié dans les années 70 et c'est cela qui a activé
mon esprit à moi aussi. Et je me suis demandé comment est-ce que c'est possible d'avoir des millions d'Africains qui vivent en Amérique, dans les Caraïbes et ailleurs, et nous ne sommes jamais demandé qu'est-ce qui est dans notre meilleur intérêt et qu'est-ce que nous pouvons ajouter, comment pouvons-nous contribuer, comment est-ce que nous pouvons revenir sur la scène de l'histoire humaine et récupérer la place qui nous a été prise. Comment est-ce que nous pouvons être à la base de l'humanité comme nous l'avons été par le passé? Et c'est là les questions. Afrocentricité, la théorie du changement est un livre qui articulait la position selon laquelle nous sommes des acteurs. Et lorsqu'on prend les exemples du contexte américain, que ce soit la nation de l'islam, les marxistes, les israélites et autres, que ce soit le mouvement des droits civiques, tous ces groupes-là ont la même analyse de notre situation, de ce qu'était notre situation. L'analyse était toujours la même. C'est le peuple africain, ce sont les Africains qui ont été décentrés, délocalisés et qui ont été déplacés. Nous n'avons pas seulement été déplacés physiquement, nous n'avons pas seulement été déplacés de l'Afrique vers les Amériques. Si ce n'était que cela, dans ce cas-là, tout le monde serait afrocentrique. Mais nous avons découvert qu'en Afrique aussi, il y a des gens qui n'ont pas de concept afrocentrique. Ce que nous avons donc découvert, c'est que c'était possible d'être africain et d'avoir une culture africaine, de porter des vêtements africains et de manger africain, mais d'avoir quand même une approche européenne. Donc, ce que moi, j'ai décidé en écrivant ce livre, c'est que l'afrocentricité était un livre d'amour. C'est un livre d'amour vis-à-vis de l'afrocentricité. C'est comme cela qu'on transforme notre situation. Il s'agit d'agir, de santé, de religion, d'art, quel que soit le thème. La première chose à faire, c'est de nous baser sur notre propre histoire et expérience historique, car notre histoire, nos expériences sont aussi importantes que les autres. Et c'était cela le livre Afrocentricité. Et le nom, je ne l'ai pas inventé. Le nom afrocentricité, c'est quelque chose qui a émergé du monde et de Kwame Nkrumah, qui, à la fin des années 60, a créé ce mot à l'Université de Ghana. Il avait demandé une éducation afrocentrique. Donc, les gens ont commencé à utiliser ce terme à ce moment-là. Mais ce que moi, j'essayais de faire, c'était d'apporter de la substance et des idées radicales à ce terme-là pour qu'on ait une base, pour l'utiliser comme ligne directrice ou comme outil crucial d'analyse. C'est cela qui est arrivé. Et ce concept est tellement puissant. Et je dirais que l'afrocentricité, c'est l'une des idées les plus intellectuelles et répandues qui a émané du XXe siècle et du peuple africain. Il y a beaucoup de personnes qui trouvent que ce thème-là est un thème approprié. Beaucoup de penseurs africains euh, qui ont été définis comme étant afrocentriques ne se sont jamais considérés comme tels. Il y avait, par exemple, des penseurs qui avaient du travail, qui faisaient du travail afrocentrique, mais qui ne se nommaient pas comme étant afrocentriques. Par exemple, Sheikh Anto Jobs n'a jamais dit qu'il était afrocentrique. Moi, je l'ai rencontré personnellement, mais son travail est basé sur ce concept.
Désolée, je pense qu'il y a un problème de connexion Internet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Désolée, j'étais en sourdine tout à l'heure, c'est pour ça que vous ne m'entendiez pas. Mais je ne comprends pas pourquoi ma caméra s'est désactivée. Ah voilà, maintenant ça fonctionne. J'ai arrêté là la vidéo pour qu'on puisse en parler et pour qu'on puisse ne pas dépasser le temps alloué. Donc là, vous avez une idée du concept d'afrocentricité. Pourquoi est-ce que c'est important? Je pense que vous avez vu aussi la passion. Euh, Sa passion était visible et je pense que nous allons à présent continuer avec notre conversation. J'espère que vous voyez les diapositives. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir plutôt. Donc, c'est cela le concept. Nous savons dans notre travail, notre concept où nous en sommes, que ce soit un contexte plutôt eurocentrique ou canadien, nous devons nous assurer que nous occupons les espaces. Et c'est ce que nous faisons. Et grâce au financement que nous allons tous recevoir, grâce au soutien d'OCACI, c'est cela qui va être essentiel. En tant qu'organisme, c'est aussi très important. La façon de laquelle nous faisons cela pour nos propres communautés est aussi important. Et donc, nous devons nous demander comment est-ce que nous pouvons être au centre de ces espaces et être acteurs du changement. Apporter du bien-être à nos communautés est essentiel. Lorsqu'on parle d'afrocentricité, nous devons aussi prendre en considération le fait que la communauté noire est très diversifiée et riche. J'ai beaucoup discuté de cela. Lorsqu'on parle des principes, des valeurs et du savoir qui a été généré par l'afrocentricité, parfois cela peut être quelque peu biaisé parce que ça provient des cercles académiques américains. Mais nous pouvons considérer une perspective très riche et diversifiée car nous avons tous et toutes des principes, des valeurs, une histoire et des connaissances que nous pouvons apporter, peu importe notre contexte individuel. Mais nous tous et toutes en tant que personnes noires dans le contexte canadien, est le même contexte que celui d'autres personnes noires qui sont impactées par le racisme, la discrimination, euh, la marginalisation. C'est donc un contexte plus général. Mais en termes de différence, on voit qu'il y a beaucoup de diversité et de richesse et c'est cela que nous pouvons apporter à la table de discussion. Il faut être conscient du fait qu'il y a d'autres communautés qui sont davantage marginalisées à cause de l'intersectionnalité. Il y a beaucoup de conversations quant à savoir qui est africain, qui n'est pas africain, qui vient des Caraïbes, qui est noir, qui ne l'est pas. Mais ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est le fait que le système nous perçoit tous comme étant noirs. Et c'est important de considérer cette diversité. Et c'est comme cela que nous pouvons trouver un équilibre et avancer ensemble. Il y a plusieurs principes et valeurs. Il y a de la sagesse afrocentrique, du savoir afrocentrique. Ici, je vais partager quelques-unes de ces valeurs. Je ne veux pas que vous considériez comme les prochaines diapositives comme étant les seules valeurs afrocentriques. Il s'agit ici de quelques opportunités que nous vous proposons pour changer de perspective. Il y a ici quelques valeurs qui ont été définies. Par exemple, le rétablissement de la souveraineté qui est axé sur l'autodétermination.
Vous pouvez penser par exemple au concept Quilombo et la communauté Quilombo. Dans les Caraïbes, c'est peut-être les Maroons. Il s'agit ici de l'autodétermination. Vous pouvez penser euh, à différents principes, des principes qui vont nous permettre d'être plus impliqués et bâtir notre gouvernance. Et c'est important pour le travail que nous faisons. Ensuite, il y a aussi la restauration de Maat. Cela provient de la civilisation égyptienne. C'est c'est très difficile de définir le concept du Maat. Et cela incorpore les valeurs et principes tels que la vérité, la justice, l'ordre, l'harmonie, l'équilibre, la réciprocité et autres. Il s'agit là de principes qui existent depuis la nuit des temps, depuis bien longtemps qu'existe la civilisation européenne, par exemple. Donc, nous pouvons enquêter là-dessus et nous demander quels sont les principes et valeurs qui sont importantes pour notre organisme. Ensuite, il y a aussi d'autres valeurs telles que l'installation Johari Sita. Il s'agit ici d'avoir des principes de leadership qui peuvent être basés sur par exemple, les communautés Quilombo ou Maroons. Tout cela permet au peuple africain d'avoir le contrôle sur la production, la consommation. Et ces 6 éléments seront, par exemple, les, euh, les valeurs noires ainsi que l'alimentation, les vêtements, le refuge, l'éducation, la santé, l'autodéfense et autres. Chez Taïbou, nous avons commencé à explorer certaines valeurs et principes et nous avons commencé à analyser le principe de Kwanzaa. Il y a 7 principes et nous nous sommes demandé comment nous pouvions incorporer ces principes de Kwanzaa. Pour le contexte, Taïbou a été créé en 2008. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins qui ont émergé. Nous étions très enthousiastes. Nous avons commencé à travailler d'arrache-pied. Nous avons travaillé sur le terrain. Il y avait des activités d'engagement des gens. Nous avons développé des programmes pour les jeunes, les adultes, les, euh, les les personnes âgées. Et ensuite, nous sommes arrivés au rafraîchissement du deuxième plan stratégique. Et là, nous avons eu l'occasion de prendre du recul. Et nous, notre mandat est de servir la communauté noire. Nous voulons des valeurs afrocentriques. Nous le voyons, nous le vivons. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer cela? Comment est-ce qu'on peut mesurer ces programmes empreints d'afrocentricité, que ce soit d'une perspective donc gouvernementale ou à l'interne? Donc, nous avons pris les principes de Kwanzaa comme étant le point de base, puis nous avons développé des principes directeurs pour notre organisme. Lorsqu'on pense par exemple à l'économie et à certains principes, comme le principe d'Ujama, l'objectif est d'être responsable et efficace en tant qu'organisme noir. Donc, Ujama est devenu l'un de nos principes directeurs. Ensuite, nous avons pris le principe Kumba, qui est associé à la créativité. Ici, l'objectif est d'avoir un modèle novateur de soins pour un accès et une utilisation de services optimaux. L'objectif, c'est d'avoir une communauté mieux soutenue. Ensuite, lorsqu'on parle de l'autodétermination, par exemple, ici, nous avons le principe de Kujisha-Gulia. Et ici, nous demandons donc comment est-ce qu'on peut mesurer cela? Comment est-ce qu'on peut mesurer que ce principe est bien mis en place, incluant la gouvernance?
comment est-ce que le conseil d'administration, ses politiques, ses directives stratégiques, comment est-ce que tous ces éléments sont imprégnés d'autodétermination? Puis aussi la façon dont nous fonctionnons en tant qu'organisme. Comment est-ce que notre fonctionnement est empreint de ce principe? Donc, nous avons fait un exercice, nous avons recueilli ces 7 principes et nous avons pensé à la spiritualité, par exemple. Nous voulions qu'il y ait réellement une approche holistique, que ce soit l'aspect spirituel, mental, physique, spirituel. Nous voulions que tous ces aspects soient intégrés dans toutes les couches de notre organisme. Ensuite, l'aspect communautaire aussi. Comment résoudre les problèmes des communautés? Cela Ensuite, nous avons inclus le principe directeur de Umoja et NIA. NIA étant le principe de la lutte antiracisme et la prise en compte de l'intersectionnalité. En nous basant là-dessus, nous avons créé notre modèle de bien-être et de santé noire. Donc, tout d'abord, il y a la phase de prévention, une prévention en termes de santé, ensuite la restauration de la santé et du bien-être, et bien-être plutôt, puis l'avancement. Il ne s'agit pas ici seulement d'avoir la santé individuelle, mais également la santé de toute la communauté. Et vous voyez que dans ces objectifs, nous avons identifié les principes directeurs qui s'appliquent. Et nous avons fait la même chose avec les principes. Donc, en haut, ce sont les buts, les objectifs, puis ensuite, ça passe aux principes. Et nous avons identifié ici les principes directeurs qui s'appliquent, par exemple, pour la qualité, l'afrocentrisme et l'intersectionnalité. Ensuite, on passe aux pratiques. Tout en bas, il y a notre mandat, notre collaboration qui est basée sur l'unité, l'accessibilité, puis l'avancement du bien-être communautaire. Et pour arriver à la fin, à la santé, au bien-être des Noirs. Donc, nous avons créé ainsi une gouvernance qui est basée sur ces valeurs, ces conversations et ce principe. La façon dont l'organisme avance pour répondre aux besoins des communautés est également basée sur ces principes directeurs. Actuellement, nous sommes bien positionnés. Bien sûr, ce document est évolutif et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais en tout cas, nous nous basons sur ce modèle et nous nous demandons maintenant comment est-ce qu'on peut mesurer les résultats. Lorsqu'un organisme utilise ce modèle, lorsque des programmes sont basés sur ce modèle et lorsqu'on a des partenariats, des collaborations, nous basons sur ce modèle, comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer l'impact? Comment est-ce qu'on peut dire c'est grâce à ce modèle que tel programme a fonctionné pour cette communauté? Donc, si un programme a connu de la réussite, est-ce que c'était juste parce que c'était bien financé? Est-ce que c'était une réussite parce que cela répondait à des besoins urgents ou est-ce que c'était réussi parce que la façon de laquelle le programme a été créé, la façon de laquelle les communautés ont pu bénéficier du programme, la façon de laquelle ça a été mis en place était imprégnée de l'afrocentricité et de ce modèle? C'est donc la question que nous nous posons. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous essayons de développer ce cadre d'évaluation pour mettre en place des indicateurs clés qui vont nous permettre d'évaluer ce modèle. Ces principes font partie donc, de notre modèle et nous voulons maintenant avoir des indicateurs clés de performance, que ce soit au niveau du conseil d'administration, au niveau de la collaboration,
Comme je le mentionnais, le conseil d'administration planifie, engage, et j'en parlais la dernière fois. Comment est-ce que dans son mandat, le conseil d'administration donc intègre ces principes? Je vérifie le temps qui nous reste. Ensuite, il y a d'autres principes aussi que nous commençons à intégrer. Par exemple, le principe d'Ubuntu. C'est un principe qui dit que je suis parce que nous sommes tous. C'est un principe qui vient d'Afrique du Sud. Ce sont des concepts parfois qui sont difficiles à définir dans une autre langue. Il s'agit ici d'humanité, d'union, de rassemblement et de dire votre problème est mon problème. Si vous n'êtes pas bien, moi je ne peux pas être bien. Et si nous n'allons pas la communauté, si nous n'allons pas bien, la communauté non plus ne peut pas bien se porter. Donc ce principe vise à créer des programmes, des stratégies qui sont basés et axés sur la communauté et non pas sur les individus. Je vais voir si nous aurons le temps peut-être un peu plus tard pour regarder ces vidéos. Je pense que la vidéo est courte, donc je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais arrêter le partage d'écran. On va pouvoir montrer cette capsule vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas pendant que j'essaie d'organiser cela. Est-ce qu'il y a des questions? Liben, si vous voulez, je peux partager la vidéo à l'écran. Très bien, c'est utile. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer aux prochaines vidéos? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que ce que je dis fait du sens? Est-ce qu'il y a des commentaires que vous aimeriez partager? Si nous étions dans une pièce, je pourrais mieux voir où vous en êtes. Mais là, comme nous sommes en ligne, c'est un peu plus difficile de savoir est-ce que vous comprenez bien. Puis on pourra continuer avec la capsule vidéo. Très bien. Bon, ben, peut-être que c'est un groupe timide. Merci Adèle. C'est toute la question de l'interdépendance. De reconnaître que tout ce que que je fais a une incidence sur vous et votre bien-être et tous les éléments ou toutes les choses que vous faites, toutes vos actions ont une incidence sur mon bien-être et ma santé. Alors même si on est différentes personnes, on est essentiellement interconnectés et que ça, c'est une vérité qui n'est pas limitée à Afrique ou Afrique du Sud, c'est une vérité universelle. On est en train de regarder, de voir différentes horreurs perpé- perpétuées au nom de la rébellion partout au monde. Et notre douleur, c'est vraiment partagée avec avec toutes les l'angoisse d'autres familles qui parlent d'autres langues, cultures et vivent différemment de nous qui n'ont pas vraiment de points communs avec la manière dont on vit. Mais lorsqu'un enfant est kidnappé, mon cœur est aussi harpé par cette situation, tel comme celui de la mère. Merci. Alors, je crois que ça nous donne vraiment un petit peu plus d'une idée ou qu'est-ce que c'est
Et j'aimerais partager avec vous pourquoi nous avons mis en place Ubuntu et cette notion et le programme que nous avons développé. Alors, ça va démontrer vraiment le pouvoir transformateur. Lorsqu'on a commencé au début, on voulait vraiment créer un programme pour les aînés qui s'écartait des activités courantes telles que le bingo, les exercices et les arts et ce type de loisirs. Ça existe. Des bons espaces pour les aînés à se rassembler, de partager des loisirs ensemble. Mais il n'y a rien de mauvais à propos de cela. Mais on voulait s'écarter un petit peu plus pour dire, lorsqu'on regarde justement nos aînés dans le contexte canadien, la plupart des aînés viennent d'une tradition ou un environnement où- auquel ils étaient confortables. Il n'y avait pas de structure sociale, il n'y avait pas de programme de ce genre. Et c'est le village qui prenait soin d'eux, c'est les voisins qui s'occupent d'eux. Alors, on s'est dit que peut-être on devrait utiliser cette notion. Et ça, c'est vraiment où le principe de Ubuntu vient. Alors, c'est vraiment la valeur que Ubuntu apporte. Et c'est ça qu'on s'est dit, qu'on doit créer un environnement, vraiment un village numérique Ubuntu. Et peut-être on devrait créer justement un village Ubuntu ici à Marvin, où comme ça on pourrait rassembler les aînés, puis prendre soin ils se prennent soin entre eux. Alors on a rassemblé quelques aînés et on a commencé à avoir des discussions avec eux. Et ils se rassemblaient à plusieurs reprises. Alors on a fait des évaluations de besoins et pour déterminer quels étaient les besoins. Par la suite, on a fait une cartographie des différents besoins ou des besoins et quelles sont les capacités nécessaires. Alors, normalement, les programmes sont conçus pour les aînés et les aînés sont considérés comme étant des personnes qui, à cause de leur âge ou du fait qu'ils sont à la retraite, ils ont besoin d'être impliqués. On doit faire quelque chose pour eux. Mais nous, on avait une différente perspective. Qu'est-ce que vous pouvez offrir ou contribuer? Quel est votre bien? Les aînés, je dis toujours cela, ils détiennent la plus grande ressource qui est le temps. La plupart des aînés ont du temps et ils ont aussi beaucoup de vécu, d'expérience et connaissances, mais peut- peut-être pas une expérience de travail, mais c'est un vécu qu'ils peuvent apporter. Ça, c'est leur bien. Alors, c'est pour et par eux. Alors, on a fait cela, on a fait cette évaluation des besoins, on a cartographié les différents biens et par la suite, on a rassemblé les rétroactions. Alors, on a préparé tout. Voici qu'est-ce que nous avons entendu. Nous avez dit que la maladie chronique est importante, la nutrition, la sécurité alimentaire, le rehaussement des capacités, c'est tous des éléments importants. Ils ont identifié à peu près 7 thématiques. Et par la suite, les aînés organisés autour de cette thématique pour dire, j'ai des expériences de cela ou j'ai de la passion. Je veux faire cela. Alors, on les a permis à se organiser. Et maintenant, le conseil Ubuntu, ils sont responsables pour tous les programmes offerts pour les aînés et toute la planification est entreprise par eux, différentes thématiques, la maladie chronique, les arts, les loisirs, on a un groupe d'écrivains. On a toutes ces activités, mais c'est fait par les aînés et ça change de temps en temps. Alors, par exemple, cette année, cet aîné, il siégeait auprès de plusieurs rencontres communautés. Ils ont commencé d'inclure justement des exercices et des étirements, puis ils ont dit que l'exercice, ça va être un élément important. Alors, quelques aînés qui ont démontré
leur intérêt pour l'exercice physique, ont identifié qu'ils voulaient être formés. Alors maintenant, nous avons à peu près 8 aînés qui sont formés dans l'exercice pour les aînés. Ils ont fait tout leur placement. Ils sont agréés pour mener ces genres d'activités pour les aînés directement. Alors, on a cette capacité pour dire votre problème est mon problème, puis je veux faire partie de ce village. Alors, ce principe donne le mouvement organique en matière d'implication et la participation d'autrui. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important pour eux. Alors, je voulais juste partager cela avec vous pour démontrer que lorsqu'il y a des valeurs internes et intrinsèques à des communautés et la manière dont on est capable de prendre en compte comment ils font des choses, comment il y a un transfert de connaissances et ça fait du sens. Alors, ça, c'est les différents éléments qu'on est en train de faire. Alors, lorsqu'on est en train d'introduire cette notion, ce principe dans différents programmes pour les jeunes femmes, et de pouvoir intégrer les leçons tirées dans différentes capacités organisationnelles et la provision de services. Alors maintenant, on est en train d'élargir ce modèle au sud de Scarborough et à l'est de Toronto et on va mettre à l'échelle cette offre et aussi l'élargir. Alors, on veut mettre cela en œuvre parce que ça vraiment démontre les valeurs afrocentriques peut offrir. Alors, on a plus de 200 aînés impliquant différents programmes. Il y a 30 programmes par semaine. C'est tout modéré par des aînés. Alors, on était vraiment éblouis de la manière dont on est capable de pivoter au monde numérique sans qu'on soit au courant. Et dès qu'on a appris comment gérer le monde numérique, comment faire tous ces éléments et offrir tous ces services lorsqu'on s'est tourné vers les aînés, ils nous ont indiqué qu'on est déjà en train de le faire. Nos rencontres par été, on a continué en ligne. Ils ont une banque alimentaire. Et c'est tout mené par les aînés. Ils ont des, justement, des repas chauds offerts à la communauté à peu près 300 repas par semaine. Ils ont créé justement un programme de alphabétisation pour la bibliothèque locale qu'eux-mêmes ont adopté. Alors, lorsque les gens se mettent en lien aux principes qu'ils connaissent et qui sont et ça permet de que la magie se produise. C'est la raison pour laquelle l'afrocentricité, cette notion de l'afrocentricité et les valeurs et les principes et d'amener les gens qui sont justement sur les marges et les intégrer au centre, c'est important. Alors, lorsqu'on est en train de faire la gouvernance, l'organisation, lorsqu'on est en train de voir comment on peut justement se de l'idée, ça, c'est tous les éléments qui rentrent en jeu. Si vous me permettez, il y a une autre vidéo que j'aimerais lancer, pardon, et par la suite, on pourrait arrêter et d'entamer une discussion. Et si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. Si on comprend la notion de l'afrocentricité, et ça, c'est simplement certains principes. J'en parlerai en plus de détails la semaine prochaine, mais peut-être il y a des principes plus spécifiques à votre communauté. Il y a des traditions, des cultures, des valeurs qui font du sens pour votre organisation. Et je pense que ce serait bien d'avoir la discussion, de les identifier et par la suite de les intégrer et dire, par exemple, on va adopter ces éléments-là. Je pense que la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, peut-être j'en parlerai suite à la vidéo.
mais c'est pas mal une question de dire non, c'est pas quelque chose que je peux, ce qui me concerne. Peut-être il y a d'autres valeurs et principes qui découlent des communautés que vous desservez. Alors, ça commence la discussion. Alors, on doit se poser la question suivante. Quelles sont nos valeurs de notre tradition de Sokofa? Quelles sont les traditions, les forces qui viennent de nos racines et nos identités qu'on peut intégrer dans notre quotidien aujourd'hui pour nous aider pour nos initiatives de l'avenir? Et je pense que ça va être une discussion importante à partager cela. Je vais lancer la vidéo et par la suite, on va pouvoir passer à la période de questions-réponses. C'est quoi justement le leadership afro-canadien? Est-ce que je peux la lancer? Merci beaucoup pour votre soutien. C'est extraordinaire. Alors, c'est quoi le leadership afro-canadien? C'est vraiment un panoplie de pratiques qui sont utilisées au sein des communautés pour rendre la communauté meilleure, pour rendre leur famille meilleure, pour pouvoir rehausser l'expérience et la qualité des enfants, mais aussi de pouvoir contribuer à la communauté plus large pour assurer que le Canada répond à ses idéaux. Alors, on associe énormément le leadership des individus qui sont des chefs de file ou dans un poste d'autorité au sein du gouvernement. Mais oui, on est en train de dire, ça, c'est un type de leadership, mais il y a beaucoup d'autres types. Le leadership, c'est latéral, ça quelque chose qui est descendante. Alors, Martin King avait dit qu'il ne serait pas dans ce poste de plaidoirie si ce n'était pas pour les gens qui l'avaient encouragé d'aller de l'avant, d'assumer ce poste. Alors, d'apporter les changements au sein des vies canadiennes, canadiennes, afro-canadiennes pour améliorer la qualité de l'éducation, pour assurer qu'il y a moins de racisme dans le service de police, dans le système judiciaire, qu'il y ait un accès équitable aux emplois, puis une qualité des conditions, non seulement l'opportunité. Ça, c'est vraiment la manière dont les différents types d'individus ou différentes personnes qui occupent des postes de leadership, que ce soit au niveau de la communauté ou au sein d'organisations, pour qu'ils puissent travailler avec les organisations pour apporter un changement en matière de politique. L'enjeu du développement de politique comprend la négo. Alors, lorsqu'on est en train de faire la négociation, on ne veut pas vraiment rend plus flou qu'est-ce qu'on vise. Et ça, c'est très difficile pour toute personne qui occupe un poste de leadership de la part de toute communauté ou mouvement. Et c'est pas différent pour les Afro-Canadiens ou Canadiennes. On doit s'assurer qu'il n'y a pas de concession qui va saper vraiment la valeur et la confiance que les gens veulent en matière de changement. Un leadership noir solide, ça ne porte pas uniquement sur les personnes noires, mais aussi comme les personnes noires comme étant vraiment justement de vraiment l'incarnation pour tous et tous, qui est vraiment le défi auquel on fait face. Voilà, je vais faire une pause maintenant. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réflexions, des défis? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à la conversation? Ce que nous pourrions faire la semaine prochaine ou lors de la prochaine rencontre, c'est d'avoir une conversation pratique. Nous pourrions, par exemple, présenter un modèle qu'on a essayé, qu'on a mis en œuvre, puis on pourrait partager sur ce modèle-là et son efficacité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais j'aimerais vraiment avoir une analyse de cas de figure. Vous pouvez présenter ce que vous faites et me poser vos questions sur comment est-ce que la gouvernance afrocentrique se met en œuvre dans un organisme, par exemple.
Ce serait un apprentissage pour chacun d'entre nous, incluant moi-même. Bon, c'est bon d'être la première personne à prendre la parole. Je sais que souvent les gens attendent que ce soit quelqu'un d'autre qui commence. Est-ce que cela veut dire que rien de ce que j'ai dit faisait du sens? Très bien, il y a une question dans le clavardage. Très bien. Quelles sont les choses que les organismes noirs devraient retenir pour essayer l'afrocentricité? Alors, selon notre perspective chez Taïbou, je pense que tout d'abord, en nous basant sur les conversations que nous avons eues au début, les trois, quatre premières diapositives, nous parlions de l'environnement social en tant qu'individu et en tant que communauté. C'est toujours un défi pour les petits organismes de la base qui sont dirigés par des personnes noires et racialisées. Le travail que nous faisons, souvent, c'est notre identité, c'est ce qui nous définit. Donc, je pense que dans ce contexte-là, l'afrocentricité va être un élément clé. Par contre, l'étendue de la mise en œuvre de l'afrocentricité va différer. En tout cas, que ce soit d'une perspective stratégique, de planification et autres, la façon par exemple de laquelle nous planifions et identifions nos programmes, cela va être important d'intégrer l'afrocentricité. Le fait de recruter simplement des personnes noires ne répond pas au problème ou à la question. Donc, nous devons trouver une façon de mettre en œuvre l'afrocentricité pour que cela ait un lien avec qui nous sommes en tant que personnes d'ascendance africaine, surtout pour les réfugiés et les nouveaux arrivants. Les clients que nous servons, ce sont des personnes qui arrivent ici et qui sont déjà confrontées à des défis. Ce sont des personnes euh, qui voient déjà leur identité comme étant remise en question. Donc, ce sont des personnes qui naviguent au sein d'un contexte très complexe au niveau social. C'est donc très important pour moi de nous assurer que le concept d'afrocentricité soit au centre de ce que nous faisons. Il s'agit de lancer la conversation, de trouver, par exemple, des similitudes entre les différentes cultures, les normes. Par exemple, si on parle d'un pays, vous pouvez dire, voici nos principes traditionnels, les principes de mon pays. Puis, vous pouvez vous demander comment est-ce que je peux intégrer ces principes dans mon organisme. Ça va être important pour les communautés que nous servons, mais cela va aussi nous permettre de nous rassembler au sein du conseil d'administration pour la gouvernance. La gouvernance, comme je l'ai mentionné, c'est crucial, mais il y a aussi des défis lorsqu'on parle des cercles de conflits, des, euh, parfois il y a des conflits d'intérêts pour l'organisme. Et ce sont ces valeurs-là qui vont nous unir et nous rassembler pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, mais aussi pour pouvoir résoudre les conflits. Tout comme c'est le cas dans nos cultures et traditions, lorsqu'il y a des problèmes à régler, nous nous rassemblons, nous impliquons les aînés. Parfois, nous nous retrouvons en dessous d'un grand arbre au sein du village, par exemple.
Et par exemple, il y a le principe d'Ubuntu. Il s'agit de se rassembler puis de résoudre un problème en communauté. Il s'agit là de principes et de lignes directrices. Et même lorsqu'il s'agit de politique, cela nous permet de dire c'est une politique de notre organisme, c'est comme cela que nous travaillons. Et vous pouvez aussi exprimer à vos parties prenantes que cette conversation vous intéresse et que c'est le type de conversation que vous voulez avoir au sein de votre organisme. Je vais vous donner mon courriel et vous pourrez bien sûr me contacter. Mais je vais aussi utiliser la session de la semaine prochaine pour répondre à vos questions. Ce serait bien que nous travaillions ensemble, mais en nous basant sur des valeurs afrocentriques. C'est important qu'il y ait un apprentissage commun lorsque nous posons nos questions et que nous essayons de trouver des solutions à nos problèmes individuels. C'est bien qu'il y ait un partage et une mise en commun de ces défis. Donc, même si je serais heureux que vous me contactiez directement, j'aimerais que vous exposiez votre problème en groupe pour que nous puissions tous en profiter. Je vois, j'ai reçu une autre question dans le clavardage. La question, c'est donc pourquoi est-ce que les jeunes sont surtout impactés par les problèmes sanitaires, les drogues et autres? C'est une question que j'aime beaucoup, surtout avec les jeunes au sein de la communauté immigrante, les nouveaux arrivants. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale et d'addiction. Et c'est un enjeu. Cela est lié au système et la façon dont le système euh, accompagne nos jeunes. Il n'y a pas de soutien pour les parents. Il y a des différences culturelles, par exemple. Et on voit que parfois, au sein du foyer, ce sont les enfants qui doivent avoir leur rôle parental. Et souvent, lorsqu'ils arrivent dans une nouvelle culture, en tout cas, les enfants s'adaptent rapidement et évoluent plus rapidement que leurs parents qui sont plus lents à s'adapter à la nouvelle culture. Ainsi, lorsqu'ils arrivent dans un nouveau pays, les enfants se retrouvent à devoir s'occuper de leurs parents. Donc, la langue et le savoir dans la nouvelle culture, si vous n'y avez pas accès, vous n'êtes pas en position de pouvoir. Donc, dans ces foyers-là, souvent, ce sont les enfants qui se retrouvent en position de pouvoir. Cela inverse la dynamique. Lorsque nous engageons nos communautés, nous utilisons cette approche afrocentrique. Cela permet de donner un sens d'identité, un sens fort d'identité aux jeunes. Et cela va permettre d'empêcher certaines situations de dépendance aux drogues, par exemple, ou autres. Donc, en nous basant sur une perspective d'organisme, c'est important de faire ce type d'exercice et de mettre en avant l'afrocentricité. Cela va vous aider. L'éducation aussi, c'est important. L- les taux d'absentéisme scolaire sont de plus en plus élevés, donc l'éducation est aussi un aspect important à garder à l'esprit. Il y a des gens qui semblent être très intéressés par mon courriel et qui veulent me contacter directement. Mais sachez que je ne vais travailler avec vous que si vous partagez vos enjeux et vos problèmes avec le groupe la semaine prochaine pour que nous puissions apprendre ensemble. C- C'est cela ma réponse. Oui, moi, je suis engagée à vous soutenir, mais il faudra que la semaine prochaine, la conversation soit dynamique et interactive. Il faudra vraiment mettre au centre nos connaissances, notre savoir, nos normes et notre culture pour que nous puissions être tous des agents de changement pour nos communautés. Je vais m'arrêter ici et je vais redonner la parole à Adèle. Merci beaucoup, Liben.
Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je vais partager mon écran. Merci d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Nous aurons notre séance de suivi, questions et réponses la semaine prochaine. Comme Liben l'a mentionné, venez la semaine prochaine avec vos questions, vos réflexions. Ce sera le 15 février de midi à 13 heures, heure de l'Est. Un gros merci à Liben. Vous avez été notre formateur ces 2 dernières séances. J'aimerais aussi remercier nos interprètes de langue des signes américaine, langue des signes québécoise, la personne qui s'occupe des sous-titres et aux interprètes en simultané. Merci à mes collègues d'Ocassi et un gros merci à tous les participants et toutes les participantes. Qu'il s'agisse ici de votre premier atelier de la série ou que vous ayez été avec nous depuis novembre. Merci de nous avoir rejoints et passez une belle journée.